Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir une lettre d'Arthur Rimbaud adressée à son ami Paul Démeny, la fameuse lettre du voyant qui constitue en quelque sorte un art poétique, un texte programmatique de son œuvre future. Tout comme Victor Hugo dans la fonction du poète, et en héritier de Baudelaire, Rimbaud donne sa définition du poète voyant, capable de voir et d'explorer des réalités cachées. En Grèce antique, le poète était défini comme un prophète, un mage, vecteur de la parole divine. Inspiré par les muses, on considérait qu'il avait le pouvoir d'accéder à une réalité invisible pour le commun des mortels et que ce don sacré lui permettait de transcrire ses vérités, les rendant intelligibles par le biais du langage poétique. Or, dès l'Antiquité s'affirme l'une des problématiques fondamentales du genre poétique. Le poète trouve-t-il la force créatrice dans l'inspiration ou dans le travail ? D'après l'appréciation de Rimbaud au début de cette lettre, il apparaît que la poésie en tant qu'art suprême n'a plus trouvé de représentant digne de ce nom pendant des siècles après les plus grands poètes grecs. Seuls des artisans du vers sans talent auraient produit des œuvres creuses, de la prose rimée, inconsistante, tout juste musicale. Seul Racine trouve grâce à ses yeux, dont l'alexandrin a su restituer la puissance des profondeurs de l'âme. Ce serait le seul dont le vers n'a pas été un artifice soumis à des conventions, un jeu sur un langage formaté. L'adolescent révolté revendique d'emblée la nécessité de détruire véritablement tout ce qui a pu exister pour inventer du neuf. Comment va-t-il définir le processus de création poétique ? Quels en seront les enjeux ? Je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène. Rimbaud préconise la mise à distance de soi, un dédoublement confinant à la folie, qui place le poète en observateur patient de sa vie intérieure, dans une démarche active, sur et en soi-même, comme en témoigne le champ lexical du mouvement. Par un travail patient ou une fulgurance brutale, le poète accède en lui-même à une autre dimension, au point de faire disparaître la personne, le moi subjectif. L'image de la naissance, s'éveille, éclosion, la parataxe, je la regarde, je l'écoute, connote la lenteur de ce mouvement d'immersion en soi et la beauté de ce qui surgit. Par ailleurs, les métaphores du domaine musical évoquent la poésie grecque et son représentant, Orphée, doté de sa lyre enchanteresse. La poésie ne se réduit pas aux effets produits par la versification, mais c'est une véritable partition qui accompagne un processus complet, mobilisant l'être entier. La poésie se définit ainsi comme action, rythmée par vers et lyres. Et c'est un réel travail, exigeant, une étude de soi expérimentale, approfondie, totale, authentique. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple, en tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des comprachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Pratiquant des expériences comme le ferait un savant sur un cobaye, le poète livre son être à une étude rigoureuse et cultive le fruit de ses découvertes pour en saisir l'essence. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète témoigne une volonté, une détermination à opérer cette métamorphose et prend des risques à cette fin. Ignorant la mesure, l'équilibre, il est prêt à jouer avec les limites de son être, afin de dépasser les normes morales et sociales qui bornent l'expression du moi profond. À cet égard, l'usage de stupéfiants et l'expérience de la débauche sont suggérés, afin de faciliter le dérèglement de tous les sens. L'oxymore qui associe paradoxalement raison et dérèglement souligne le paradoxe et la complexité de cette expérience, dans les tréfonds d'une âme elle-même animée par des tensions constantes entre des contraires. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Ce travail, rappelons l'étymologie du mot travail, tripalium, instrument de torture au Moyen-Âge,
engage le poète dans un processus douloureux. Semblant dépasser les limites du possible, au prix d'une souffrance terrible, de visions et d'hallucinations, il malmène son être et brise le carcan social pour accéder aux territoires inconnus de l'âme universelle. Mais cette exploration est aussi terrifiante. Les antithèses, les hyperboles font de cette démarche une entreprise surhumaine, cyclopéenne. Dans ce voyage, cette aliénation et cet isolement, Rimbaud, dans la lignée des poètes maudits, renonce un temps à vivre parmi les mortels. En suprême savant, il se positionne en éclaireur solitaire, privilégié par l'accès qu'il a durement conquis à un monde mystérieux. Ensuite, les groupes binaires et ternaires, l'emploi répété de l'indéfini tout, soulignent l'intensité de cet engagement total dans la quête poétique par les sens et par l'esprit. C'est un mode d'être et de vie qu'il défend au nom de son idéal artistique, quel que soit le prix à payer. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Comme Prométhée, il se met au service de l'humanité pour lui apporter la lumière, l'éclairer, acceptant d'être châtié. C'est un devoir qu'il assume, une mission qu'il porte tel Orphée. La référence aux animaux rappelle le pouvoir dont était doté Orphée, celui d'envoûter par le son de sa lyre et de ses vers. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Ce devoir parmi les hommes l'éloigne de la sensibilité parnassienne, de par son hermétisme et du culte de l'art pour l'art. Le poète ici est investi d'une mission et son œuvre vectrice d'une réalité pleine et matérialiste, comme Rimbaud l'énonce plus loin. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. La démarche est à nouveau présentée comme totale, physique et intellectuelle, avec une référence évidente aux synesthésies baudelairiennes et à présent honnête. Le poète doit retranscrire le fruit de ses recherches de manière adéquate. C'est là que réside son talent, son génie également. Dire l'ineffable, traduire des sensations d'univers complexes et confuses au moyen du langage. Le pouvoir démiurgique de la poésie réside aussi dans cette capacité à inventer une langue, au-delà des conventions, à retranscrire ces visions qu'il aura rapportées de là-bas. On est proche de la définition antique ici. Le poète, en médiateur, voit et entend les messages divins pour les transmettre aux hommes. Pour cela, il se fait véritablement créateur. Il donne forme à une langue entièrement nouvelle qui s'imposera comme norme dans l'avenir. L'emploi du futur souligne par ailleurs l'aspect conquérant et l'ambition de sa quête poétique. Allergique aux fossiles du passé, en quête de mouvement perpétuel, le poète est un vrai catalyseur, un accélérateur, un multiplicateur de progrès. Dans sa volonté de changer le monde, Rimbaud veut livrer une œuvre avant-gardiste qui restera probablement méconnue de son temps, mais qui gardera une valeur éternelle. Et dans cette pratique d'un art éternel, il veut inclure la femme, en ce que l'humanité entière doit bénéficier de ses connaissances universelles. La forme en soi n'est au service que des idées et des visions partagées. Au-delà de la conjoncture et des événements historiques, le poète doit se débarrasser des oripeaux des conventions et des modes littéraires. Ainsi, les romantiques ont pour la plupart produit une œuvre déceptive par rapport aux attentes définies par Rimbaud. Encore trop attachés à un passé immédiat, source de frustration contextuelle, ils n'ont pas su voir derrière le rideau de leur esthétique commune. Baudelaire aura été le premier à manifester cet élan vers une véritable modernité, accédant à des visions vertigineuses, explorant les tréfonds de l'âme, dans un souci d'authenticité et d'universalité, transgressant les normes sociales. Mais la forme, son langage, aura gardé une teinte bourgeoise et encore trop traditionnelle pour Rimbaud. Ainsi, trop en avance sur son temps, Rimbaud a bouleversé, transgressé les codes poétiques de son temps. Héritier des mages visionnaires, il sera allé beaucoup plus loin dans l'expérience de la voyance, dans un processus introspectif, émotionnel et analytique à la fois. Le premier, il affirma une volonté claire de briser les cadres du langage et d'innover entièrement. Et son aventure poétique aura été son voyage le plus riche dans son œuvre postérieure, au Cahier de Douai. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.